7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Un business case aujourd'hui ce matin sur notre plateau. On va décortiquer le succès de Promode. Julien Paulet, bonjour. Vous êtes le PDG de Promode. Vous avez pris la présidence en 2018. Vous êtes le fils du fondateur de cette marque qui avait été lancée en 75. Vous avez travaillé chez Saint-Laurent, chez Vuitton. Et vous êtes désormais à la tête de cette marque qui fonctionne bien. Une croissance de 10% par an. Quand on dit ça dans un secteur du prêt-à-porter qui est quand même en difficulté, on en parle tous les jours, ça paraît être un ovni. C'est quoi le succès de la marque ? Écoutez, la croissance de 10%, c'est sur l'année 2024, c'est pas tous les ans malheureusement, mais effectivement Promode a réussi un vrai retournement. D'abord, on a retravaillé notre parc de magasins, on s'est recentré sur un marché français, on a beaucoup travaillé sur tous les éléments de gestion pour passer d'un business model vraiment qui était historiquement sur le volume. Et maintenant, on fait un business model de précision, c'est-à-dire qu'on veut faire moins, mieux et plus durable. C'est-à-dire que vous avez des collections qui sont plus petites, il y a moins de stock en magasin, il y a moins de modèles. Les magasins ont été rétrécis ou ils ont toujours la même taille ? Non, les magasins ont toujours la même taille. Effectivement, les collections sont un peu plus petites que précédemment. On a baissé entre 10 et 20% le nombre de références en magasin. Et on a beaucoup travaillé sur la clarté d'offre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mettait en place nos collections, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles soient lisibles par nos clientes. Et puis surtout, on a travaillé sur des renouvellements et des quantités beaucoup plus courtes pour que, en acceptant la rupture et pour qu'il y ait un phénomène de rareté c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu méthode Chine. Eux, ils disent, nous, notre spécialité, c'est qu'on répond à la demande, on arrive à voir les tendances sur les réseaux sociaux, on produit, on n'a pas de stock, on n'a pas d'invendu et on envoie. Vous êtes un peu sur cette idée où il faut répondre sur des stocks très courts à une demande de quelques jours, de quelques mois des clients ? Alors, le marché est tellement changeant et évolue très vite, on ne peut plus faire comme ce qu'on faisait il y a 15 ou 20 ans, acheter des très grosses quantités, très loin, très longtemps à l'avance, en se disant que ça allait se vendre. Ça ne marche plus, il faut gagner en réactivité. Alors, Chine a développé un modèle extrêmement réactif, on n'en est pas du tout là, parce que nous, on essaie de on fait les choses dans les règles, avec des fournisseurs partenaires qui respectent les lois environnementales, sociales, etc. On doit s'engager quand même 4, 5 mois, 6 mois parfois à l'avance, mais on a effectivement renforcé nos approvisionnements en plus proche import, Maroc, Tunisie, Turquie par exemple, pour gagner en réactivité et pour pouvoir répondre à une demande qui accélère ou pas. Et c'est quoi aujourd'hui ? Vous sourcez combien en Chine et combien sur Maroc et alentours ? Alors aujourd'hui, on est à peu près sur un ratio 60% grand import, Bangladesh, Inde, Chine principalement, et 40% proche import, Maroc, Tunisie, Turquie. Alors hier, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est l'accord commercial entre Chine et Pimki. Pimki qui va être commercialisé sur les plateformes de Chine. On était avec le porte-parole France hier de Chine qui disait, voilà, nous on propose la digitalisation à Pimki et à d'autres marques qu'on va aller voir. Est-ce que vous, c'est un accord que vous pourriez signer ? Absolument pas, clairement non. Moi, j'aurais pas fait ce choix pour Promode. Je pense que pour émerger sur le marché aujourd'hui, il faut qu'une marque ait une vraie personnalité, un vrai style, et puisse défendre son style à elle-même. Être noyé dans une offre Chine pléthorique de produits bas de gamme, je pense pas que ce soit le meilleur moyen de mettre en avant sa marque. Vous n'auriez pas signé, mais est-ce que vous pensez que ça fait du mal à l'ensemble du secteur ? Parce que secteur qui demande en même temps à Bruxelles des protections, des taxes sur les colis. Est-ce que ça va à l'inverse de ce qu'il faut faire ? Je pense que c'est dommage parce que si le secteur demande des protections, c'est bien pour le consommateur au final. Et malheureusement, je voudrais pas participer à rendre l'écran de fumée encore un peu plus opaque auprès du consommateur. Je pense qu'une marque aujourd'hui doit être capable d'être transparente sur sa traçabilité, sur la manière dont elle fait les choses. Chez Promode, on publie un rapport RSE chaque année au mois de septembre qui met en lumière tout ce qu'on fait bien. Pas encore assez bien, mais en tout cas on est très authentique et très transparent sur ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je trouve que un modèle tel que Chine le propose, avec autant de produits aussi renouvelés aussi vite, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à être vraiment transparent. Mais est-ce que vous dites, est-ce que c'est de la concurrence déloyale et il faut changer les règles et nous protéger en mettant par exemple des barrières à l'entrée ? Moi, je pense que oui, il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. Ils ont réussi à trouver un modèle
qui visiblement pouvait passer, mais c'est en train de faire du tort à tout le secteur, ça c'est évident. Et oui, je pense qu'il faut être plus ferme sur les règles imposées à chacune des marques. Mais comment vous vous positionnez aujourd'hui dans la guerre des prix? Parce qu'il y a Chine, mais bon, chez Pimki, c'est 10 € les 6 culottes. Donc on est quand même sur un niveau de prix très bas. Comment vous arrivez-vous à vous positionner par rapport à eux? Bien, chez Promode, on a fait le choix de ne pas se battre sur le prix principalement. On reste une marque accessible, c'est notre ADN. Mon père a souhaité créer une marque pour permettre aux jeunes femmes de renouveler un peu plus régulièrement leur garde-robe parce que dans les années 70, elles allaient plus souvent travailler, etc. Ça, c'est notre ADN. Maintenant, moi, je crois qu'une cliente doit avant tout prendre vraiment du plaisir à porter un vêtement. Porter un vêtement trop bas de gamme, on a du plaisir à le porter une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, il faut le changer. Eh bien, nous, on a fait plutôt le choix de la durabilité. Alors certes, nos prix sont un peu plus chers, mais un prix moyen chez Promode, c'est 25 €. C'est pas non plus inaccessible même pour les plus petites bourses. Et en revanche, on a un produit de bonne qualité. 397 magasins, 372 en France. C'est quoi votre modèle? C'est la franchise ou tous ces magasins, vous les gérez en propre? Non, on gère 80% de nos boutiques en propre. On a 20% de franchise, surtout pour les marchés les plus lointains. On est dans les dom-toms par exemple, en franchise. Mais sinon, non, c'est plutôt la succursale avec nos propres équipes. Votre cliente type, c'est qui? Vous positionnez sur les cadras, sur les jeunes? Ça a été une marque de jeunes dans mon jeune temps. Désormais, c'est ça votre positionnement ou c'est plus âgé? Il n'y a pas de culture du jeunisme chez Promode. L'âge moyen de la cliente chez Promode a 46 ans aujourd'hui. Mais notre cible de recrutement prioritaire est la jeune femme de 30-45 ans, jeune active. Pourquoi pas mère de famille, qui a envie de s'habiller à la mode avec un produit confortable, bien fait et durable. Quand vous voyez aujourd'hui le coq sportif qui vient d'être repris et le slip français qui se bat pour essayer de faire du Made in France, comment vous voyez ce débat? Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire une filière textile qui produit en France, ou est-ce que vous pensez que c'est un combat qui est perdu et qu'aujourd'hui c'est un combat sur le retail pour garder les magasins mais que la production ne peut pas se faire en France? Moi, je pense que c'est un très beau combat, un combat qui est possible, un combat que Promode soutient. Chaque saison, on a une initiative avec un partenariat Made in France. Aujourd'hui, la cliente, force est de constater qu'elle n'est pas tout à fait prête à payer un t-shirt 3 fois plus cher, juste parce qu'il est Made in France. Donc, c'est pas un argument suffisant. C'est pas un argument suffisant. En revanche, quand on fait un beau produit désirable qui correspond à une vraie envie de la cliente, alors là, on voit qu'elle est prête à payer un petit peu plus cher. Donc, tout l'enjeu est là, et de réussir à créer des marques et des produits qui viennent répondre à une envie, à un besoin des clients à un moment. Mais malheureusement, le pur Made in France ne fait pas recette. On est dans cette contradiction permanente de on veut sauver la planète et en même temps on veut pas investir plus. Et puis si c'est les autres qui le font, c'est tant mieux. Et donc ça sert à rien du coup d'essayer de se battre pour recréer des filières? Bien sûr que si, que ça sert de se battre pour recréer des filières. Il y a plein d'acteurs super qui le font très bien. Vous en avez cité plusieurs. Nous, on travaille beaucoup avec Le Maillot, qui est une usine productrice dans le nord de la France, à quelques kilomètres de notre siège, et qui fait des très très beaux produits. Soutenons ces filières-là, c'est important. Je reviens à l'attaque de Chine, qui dit, dans le textile français, s'ils ont eu des difficultés, s'ils ont des difficultés, c'est notamment parce qu'ils sont nuls sur la digitalisation. C'est à peu près le message. Est-ce que vous êtes bon sur la digitalisation? Est-ce que vous avez réussi à trouver un modèle et à vendre sur Internet? Oui, bien sûr, on vend sur Internet. Alors, c'est pas... aujourd'hui, les ventes pures digitales représentent 8% de notre chiffre d'affaires. C'est pas énorme. On sait que les standards du marché des grands internationaux se situent plutôt autour de 25-30%, donc on a encore beaucoup de progrès à faire, et ça c'est une marge de progression fantastique. En revanche, nous on a plutôt, étant retailer, c'est-à-dire avec distribué via des magasins historiquement, on a vraiment abordé le digital comme un complément d'expérience client qui vient préparer la visite en magasin ou qui vient compléter la visite en magasin, plutôt que le pur digital. Moi j'ai envie de proposer des produits en étant une marque incarnée qui apporte du conseil. Vous croyez à la boutique? Et je crois à la boutique. Ouais, merci beaucoup, Julien Paulet, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.